Donc, pour introduire, tout a été dit, hein, tous les problèmes, la définition de la... Mais je vais vous raconter une petite anecdote pour l'introduction. Quand je suis arrivée au service de diabétologie pédiatrique, c'est le plus ancien service créé par mon maître, le professeur Amina Balafrej. J'ai commencé en 2004, donc j'ai commencé les consultations de diabétologie et là, un jour, j'appelle le nom de la patiente. Alors, il y a une femme avec un enfant de 4 ans. Moi, je croyais que c'était l'enfant qui était diabétique. C'est elle qui vient pour la consultation, mais en fait, c'était la maman qui venait faire sa consultation à l'hôpital pédiatrique de Rabat. Donc, alors, quelques données épidémiologiques. On sait maintenant que tout le monde est conscient que le diabète de type 1, malheureusement, devient de plus en plus fréquent, de plus en plus jeune, notamment au Maroc, que 50% des enfants, enfin, des diabètes de type 1 diagnostiqués surviennent avant l'âge de 20 ans. Donc, c'est des enfants, des adolescents, et que malheureusement, le Maroc fait partie du top 10 mondial où l'incidence est la plus élevée, des incidences les plus élevées dans le monde. Hein. Donc, ça devient de plus en plus fréquent. Donc, 5000, aux alentours de 5000 nouveaux cas, c'est des estimations de la Fédération internationale de diabète. Alors, quelques données épidémiologiques du service. Hein, donc, on est arrivé à plus de 300 nouveaux cas par an. Et le constat alarmant, c'est que ça devient de plus en plus jeune. Hein. Parfois, 25% des admissions, ils ont moins de 5 ans, moins de 2 ans. Donc, c'est des nourrissons, des enfants, qui vont devenir après des adultes, étant donné le développement thérapeutique et technologique dans le diabète de type 1. Alors, les consultations, donc, jusqu'en 2013, les consultations se faisaient à l'hôpital d'enfants de Rabat, et puis après, on verra que ça se fait à la maison du jeune diabétique donc, de Rabat. Donc, on a maintenant plus de 4000 enfants, adolescents, qui sont suivis à la maison du jeune diabétique. Alors, la transition, donc, comme ça a été dit, c'est pas simplement changer un médecin. Hein, donc, c'est un enjeu majeur, surtout dans le diabète de type 1. Et on connaît tous l'impact du diabète de type 1. C'est des glycémies capillaires plusieurs fois par jour, c'est des injections de l'insuline au moins 3, 4, 5, 6 fois avec les corrections et tout. Et donc, c'est des hypoglycémies, c'est des cétoses, c'est des polyuries, et donc, c'est une maladie qui est très, très lourde. Avec en plus, arrivé à la période de l'adolescence. Donc, c'est une charge émotionnelle, hormonale. Il faut savoir que les stéroïdes sexuels, l'hormone de croissance, c'est des hormones hyperglycémiantes. Donc, déjà, on a un corps instable sur le plan métabolique. Ajouter à ça les difficultés et les autres transitions parallèles à l'adolescence, donc la transition identitaire, l'autonomie, les études, donc première année bac, deuxième année bac, préparation des concours, donc le stress, et donc parfois l'éloignement, parce qu'arrivé le bac, enfin, il va partir dans une autre ville, dans un autre pays, donc il va vivre seul, déjà, un transfert non structuré, structuré est difficile. Alors, qu'en est-il d'un transfert non structuré, ce qui est le cas dans notre contexte? Alors, l'objectif, c'est toujours assurer la continuité des soins et l'autonomie avec, bien sûr, un bon contrôle métabolique. Donc, alors, quels sont les problèmes qu'on rencontre, nous, en tant que diabétologues? Donc, une fois arrivés à l'adolescence, les parents, ça y est, ils sont très fatigués, c'est tout à fait normal. C'est une maladie très, très très lourde en termes de charge. Hein. Un enfant, c'est des injections. Les parents, alors, une fois l'enfant fait ses injections, ses glycémies, les parents, on a l'impression, nous, en tant que praticiens, qu'ils démissionnent, voilà, lui, il tient le carnet, oui, il fait ses glycémies, oui, il a fait ses injections, mais nous, on voit les problèmes des hospitalisations et des complications aiguës, hypoglycémie, cétose, acidocétose.
Alors, les problèmes aussi, c'est les consultations plus courtes. Ben, ça a été bien dit par professeur Hida. Nous, les pédiatres, on est très protecteurs. Il y a la famille, alors les frères, les sœurs, les parents, puis tout le monde participe à la consultation. Donc, on donne plus de temps, surtout dans la prise en charge de la maladie chronique. Paradoxalement, chez l'adulte, c'est une consultation très courte et parfois, nous, l'expérience qu'on avait avec l'endocrino adulte, quand ils partaient, ils n'étaient pas vus par le même médecin, alors que, à chaque fois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, c'est un médecin différent. Donc, ça posait problème. Donc, et puis après, donc, le stress social, familial, les études, le travail, et puis l'enfant, enfin l'adolescent, le jeune, qui doit gérer ses rendez-vous tout seul, ses corrections d'insuline, l'adaptation de l'insuline, prévenir l'hypoglycémie, préparer son activité physique. Donc ça constitue une charge très très lourde, en plus de la charge émotionnelle. Et donc, tout ceci explique qu'à cet âge, il y a une dégradation métabolique qui est observée. Donc il y a la hausse de l'hémoglobine glyquée, il y a l'augmentation des complications aiguës, acidocétose, hypoglycémie, l'augmentation du risque des complications dégénératives. Et on sait très bien que l'adolescence, c'est une période très, très délicate et qu'elle prédispose les enfants mal équilibrés à faire des complications dégénératives après, à l'âge adulte. Le rupture de suivi qui peut arriver jusqu'à 60% des cas. Donc, quand même, c'est très important. Les troubles psychologiques, avec surtout, dans notre contexte, les troubles du comportement alimentaire, et donc l'impact sur les projets scolaires et professionnels. Et donc, nous, tout ceci, on le sait, on le connaît, c'est pas des hypothèses, mais on le vit avec nos patients, et donc c'est un risque qui est mesurable. Alors, la question qui se pose, est-ce que faut-il structurer la transition ou plutôt faire une bonne transition efficace? Et je vais vous raconter l'histoire de Mohamed que je suivais, je l'ai suivi à l'hôpital. Il est arrivé déjà à l'âge de 13 ans, il a fait le diabète à l'âge de 10 ans, il était suivi par l'endocrino. Déjà, le contexte dans lequel on travaille, donc nous on fait la transition, il est passé de l'endocrino adulte au diabétologue pédiatre. Donc, suivi pendant 3 ans par un endocrino adulte sous Novomix, 2 injections par jour. Et puis, devant le déséquilibre, quand même, on a conseillé à la maman d'aller voir à l'hôpital d'enfants de Rabat. Elle arrive un jour avec un contrôle métabolique de 12% quand même. Donc, on l'a hospitalisée. En fait, on ne l'hospitalise pas pour le traiter, mais c'est pour l'éducation thérapeutique et diététique et pour couper le cordon avec les mauvaises habitudes qu'il a déjà appris. Donc, on a bien sûr changé le traitement parce que c'est pas pour changer le traitement parce que c'est une autre problématique dans la transition, mais on a changé le traitement pour répondre aux recommandations de la Société internationale de diabète de l'enfant et de l'adolescent. On ne traite pas un enfant diabétique par un schéma d'insuline pré-mélangé. C'est un schéma basal-bolus, soit aux insulines humaines, soit aux analogues de l'insuline. Donc, à 18 ans, il est toujours au service, il est suivi à la consultation, il vient régulièrement, il a son bac, il s'inscrit aux classes prépa, donc c'est un enfant qui est complètement épanoui, il a une hémoglobine glyquée qui est... Il y a le temps. Oui. Alors qu'il y a quand même une hémoglobine glyquée qui est relativement bonne, pas de complications dégénératives, mais à chaque fois qu'on parle de la transition, non, il n'en est pas question. 19 ans, 20 ans, toujours le même cas, et puis à 21 ans, c'est lui qui demande, je veux parce qu'il a des besoins et d'autres questions. Donc c'est structuré, mais il faut personnalisé, c'est pas juste suivre un plan comme ça codifié. Donc, l'ISPAD, elle recommande de commencer idéalement à parler de transition vers l'âge de 14 ans, 16 ans. C'est structuré, un plan écrit avec un suivi post-transfert structuré et tout. Mais surtout, c'est axé sur une bonne éducation thérapeutique et diététique et un accompagnement
psychologique. C'est très très important l'accompagnement psychologique dans la prise en charge des maladies chroniques. Donc on a les indicateurs de la transition, on les connaît tous. Alors la situation au Maroc, donc on n'a pas de transition, on est très peu. Les pédiatres diabétologues qui sont très peu nombreux, les enfants diabétiques qui sont soit vus par des pédiatres, soit très peu par les pédiatres, par des généralistes ou par les endocrinos adultes. Donc nous, c'est la transition à l'inverse. Et puis, alors l'expérience de l'hôpital d'enfants de Rabat, c'est la maison du jeune diabétique qui a été inaugurée par Sa Majesté le Roi en 2014. C'est une vraie réussite. Il y a 2 endocrinos adultes, des pédiatres qui assurent la consultation, le suivi, l'éducation thérapeutique et tout. Malheureusement, les pédiatres sont partis à la retraite et ils ne sont pas encore remplacés. On attend, j'espère parce que c'est une très belle réussite de la transition. La transition se fait sur place avec un très bon taux de réussite. Donc, la transition, c'est une problématique mondiale, française, même en France, avec tous les plans structurés, avec les DU de transition et tout, ils ont beaucoup de problèmes. Donc, ça a été le projet de transition DT1 et ça a été publié en 2025. Donc, il y a toujours des problèmes et des recommandations. Donc, en conclusion, ça ne doit pas être administratif. Hein. Il faut aimer ce qu'on fait. Parce que si, on l'a dit à professeur Maraoui, il a parlé avec vraiment émotion, professeur Rahida, c'est le suivi, ces maladies chroniques, c'est une famille, et puis après, couper le cordon, c'est un peu difficile. Il faut le faire doucement, lentement, mais sûrement. Et donc, je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Imazine, pour cette présentation montrant les spécificités, les particularités de l'enfant diabétique. On a constaté les petites différences entre les différentes maladies chroniques, mais c'est toujours nécessaire de préparer cette transition et je pense que c'est les pédiatres qui doivent amorcer ce processus.